Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de décrassage, nouveau décor, non pas nouveau chroniqueur. Ça Ah c'est non, ça, on est on toujours reste, là. l'équipe elle est solide, elle reste là. Voilà, on a réorganisé un petit peu les choses. On va composer les épisodes en mini-séries, donc on vous prépare des petites surprises et on commence cette mini-série par la gestion de carrière avec un invité qui évolue en D1 portugaise, Gaius Makuta. Il est milieu de terrain. Il a été autant talentueux que turbulent et on va en parler. Avec lui, on va parler de la gestion de l'esprit, ou plutôt de la gestion de l'état d'esprit pour se maintenir au plus haut niveau. On abordera ensemble son parcours de baroudeur européen, de son renvoi du centre de formation d'Auxerre à ses brillantes dernières saisons à Boavista. Je le prononce pas comme... Boa Vista. Voilà, Boa merci. Vista. Voilà. Avec moi pour en parler, Joël et Protin, et je vous laisse deviner lequel est le turbulent, lequel est le talentueux. Moi, je suis le talentueux. Ok. Bienvenue, Gaius, bienvenue à toi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu es enfin arrivé à l'âge de raison? Déjà, merci et bonsoir. Arrivé à l'âge de raison, je pense que j'y suis arrivé déjà un peu avant. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, 26 ans maintenant, j'ai un peu plus les idées en place que 5 ou 6 ans en arrière. Justement, est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé? Alors, ça commence pas très très bien avec ton exclusion du centre de formation d'Auxerre. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Le- L'incident en question qui m'a coûté mon exclusion, Ouais, ou dans quel état d'esprit t'étais? Comment ça a commencé et comment est-ce que tu le vis toi en tant que jeune qui rentre dans la formation de footballeur? il faut savoir que déjà avant, j'avais fait les tests de Clairefontaine, l'année qui précède ma signature à la GOCR. Et j'ai été refoulé au dernier tour, c'est-à-dire au stage final, juste avant l'entrée à Clairefontaine. Donc j'étais vraiment beaucoup déçu, j'ai pleuré, parce que Clairefontaine, c'était quelque chose de grand quand même à notre époque. On pensait à Nelka, Ben Arfa, Abu Dhabi. On savait que si on allait à Clairefontaine, il y avait pratiquement 99% de chances qu'on réussisse dans le foot, ou en tout cas qu'on signe professionnel. Donc c'était déjà un premier échec. Mais d'un autre côté, je savais que j'allais signer dans un club professionnel. Même si j'allais pas à Clairefontaine, je savais que j'allais signer dans un club professionnel parce que j'avais entre guillemets quelques garanties. Donc c'était soit je rentre à Clairefontaine ou soit je vais en préformation. Et du coup, par la suite, je signe à Auxerre. On part de chez nous, on a peut-être 13 ans, donc on est jeune, mais j'ai pas d'appréhension par rapport à ça. Je suis avec beaucoup d'amis, beaucoup de frères, entre guillemets. On a tous le même âge, et il y a beaucoup de jeunes de la région parisienne. Sauf que moi, j'ai sauté une classe. Du coup, je suis avec les plus grands, donc les 96. C'est pas vraiment la génération avec laquelle je joue. Mes amis, c'était plus les 97 qui sont de ma génération. Mais ça me pose pas de problème. Je me dis qu'à la récréation et pendant les temps du midi, et puis à l'entraînement, on sera ensemble. Et il faut savoir qu'on était en famille d'accueil. Et du coup, comme moi aussi, j'étais dans une classe supérieure, bah, du coup, en famille d'accueil, j'étais aussi avec des 96. Du coup, je partageais pas vraiment de moments avec mes vrais amis. Eux, ils étaient dans d'autres familles d'accueil, et puis moi, j'étais dans une famille d'accueil avec des plus grands. Mais pareil, c'était bien. La dame de la famille d'accueil, j'étais son petit protégé, parce que j'étais le plus petit. C'était pas facile au début, parce que j'avais un peu des problèmes avec l'autorité et de comportement. Je vais dans une nouvelle maison avec de nouvelles personnes. C'est pas mes parents, c'est pas mes frères, c'est pas mes sœurs, donc c'était différent. Mais par la suite, on a vraiment eu une très bonne relation. Et c'est vrai qu'à l'école, j'avais beaucoup de problèmes de comportement durant ma scolarité. J'avais beaucoup d'heures de colle, beaucoup d'exclusions temporaires, d'exclusions définitives, des réunions, des rendez-vous, parce que je faisais beaucoup de bêtises. Mais C'est intéressant que tu dises, parce qu'on pourrait avoir cette image-là du cancre, en fait, mais t'es un surdoué.
t'as toujours fait tout plus vite que les autres? Parce que si t'as sauté une classe, c'est pas donné à tout le monde. Je sais pas si ici, il y en a un qui a sauté une classe. Enfin, moi, je n'ai pas sauté de classe, mais je suis rentré T'as triché. en CP. Je suis rentré en CP, j'avais 5 ans. J'avais Ouais. 5 ans et j'ai dû passer des tests pour pouvoir passer. Donc finalement, talentueux. c'était pas des questions intellectuelles et de décrochage que t'arrivais pas. C'était plus des questions d'amitié, de se sentir bien avec un groupe. C'est pour ça que tu faisais n'importe quoi ou il y avait plus d'autres choses? Ouais, c'est vrai que c'était vraiment pas des problèmes de scolarité en elle-même, c'est-à-dire Notes. par rapport aux cours qu'on avait et aux notes que je pouvais avoir. C'était vraiment par rapport à mon comportement. Ça pouvait être, par exemple, je pouvais bavarder, je pouvais mal répondre à un enseignant si je trouvais qu'il me parlait pas comme moi je voulais qu'il me parle, ou que je me sentais agressé. C'était pas vraiment me sentir bien dans un groupe parce que j'étais bien dans ma classe. Mais c'est vrai que j'avais un peu ce problème de relation avec les adultes et d'autorité. C'est-à-dire que si l'adulte il me parlait d'une manière que j'aimais pas, je lui répondais. S'il me criait dessus, bah, je lui criais aussi dessus. C'était plus des choses comme ça. Et est-ce que tu te sentais en décalage justement par rapport à cette année d'avance, hein, vis-à-vis des autres? Et quel a été l'élément déterminant qui a fait que justement tu avais ce souci de rapport à l'autorité? De ce que je me souviens, à la base, j'étais assez calme à l'école jusqu'en CP, je pense. Mes premiers on va dire, débordements, ça a surgi quand j'étais en CE1. C'est un peu à la période où mes parents se sont séparés. Ils s'étaient séparés 6 mois avant, mais en CP, ça allait, j'ai pas vraiment de problème. Mais c'est vrai qu'à partir de CE1, ensuite on a déménagé, on s'est installé avec ma mère et ma grand-mère et mes sœurs. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu mes premiers débordements, on va dire. Donc c'était une classe assez tôt en fait. Donc j'étais un 97, mais on pouvait me voir comme un 96, ou les 96, ils n'avaient pas de mal à me voir. Ils ne me voyaient pas vraiment comme un plus petit parce que j'ai sauté une classe assez tôt, donc j'étais très tôt avec les plus grands, et puis aussi dans mon cursus de footballeur, j'étais beaucoup surclassé. Du coup, ça ne m'a pas vraiment posé de problème, ce rapport d'âge ou d'aller. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer d'où c'est survenu. Tu recules l'échéance depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment là à Auxerre du coup? Du coup, c'était un jour d'école. Ça faisait peut-être 2-3 mois où j'avais plus de problème à l'école, c'est-à-dire que j'étais plus collé, je m'entraînais normalement. Parce qu'il faut savoir, à Auxerre, quand tu es collé les jours, le mardi et le jeudi, et c'était pendant l'entraînement. Donc en fait, tu ratais un peu la première heure d'entraînement ou les premières 30 minutes. Et donc après, tu devais venir, courir et rejoindre le groupe, etc. Donc moi, j'avais des semaines où je savais que j'étais collé mardi, jeudi pendant 3 semaines, etc. Et là, ça faisait un petit moment où je m'étais calmé et j'avais vraiment pas de problème. Le foot, ça allait bien, à l'école, ça allait bien. J'étais vraiment tranquille. Et c'était un jour où l'école, c'était fini. Donc il était 16h, on finissait à 16h et du coup, on devait aller au foot. Et le foot, ça se trouvait de l'autre côté du parking, juste en face de l'école. Et donc, j'étais parti chercher mes affaires à la bagagerie, du coup, parce que le matin, on vient avec nos affaires de foot, on les laisse à la bagagerie. Donc, j'étais venu chercher mes affaires à la bagagerie. Et puis, il y a un plus grand, donc un 96. Quand je sors, je ne sais pas pourquoi, il m'attrape par ma capuche, il me fait tourner. Et ensuite, je tombe. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Pourtant, on n'était pas vraiment proches. Peut-être qu'il voulait rigoler, ou je ne sais pas, mais moi, ça ne m'a pas fait rire. Du coup, je me suis relevé un peu énervé. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a retenu et qui me dit non. Laisse, il suffit juste qu'on aille au foot, c'est de l'autre côté, et tu n'auras pas de problème. Et si tu veux régler ça, ça ne sert à rien de le faire à l'école, parce qu'à l'école, il y a des sanctions administratives, etc. Tu auras des problèmes, c'est mieux que tu ailles au club et puis vous en parlez. Et puis moi, j'étais borné et têtu, du coup, je ne l'ai même pas écouté. Et en fait, j'ai attrapé le mec, je lui ai mis un coup de tête, et du coup, je lui ai cassé le nez, je crois. Et après, après, du coup, le temps que je traverse le parking et que j'arrive au foot, je vois que ça met du temps un peu. On est là, on change et tout. Et je me suis dit, c'est sûr que je vais avoir quelque chose. Et ensuite, le coach, il vient, il m'appelle, il me convoque et dans son bureau, il me dit qu'en gros, c'est fini pour moi, que je suis renvoyé. Parce qu'il faut savoir que j'avais déjà été exclu temporairement du collège quelques temps avant. Et c'était comme un premier avertissement. Et puis là, c'était le deuxième. Et du coup, il m'a dit que c'est fini, quoi, et que j'étais renvoyé.
Comment tu rebondis de ça, justement? Comment est-ce que ça se passe la suite? Est-ce que toi, tu t'es dit tout de suite, bah, mon rêve, il est mort? Ou est-ce que tu t'es dit, non, je vais m'accrocher et je vais trouver autre chose? Non, en vrai, je me suis pas dit que c'est mort parce que j'avais 13 ans, je crois. J'avais pas encore mes 14 ans, donc c'est assez tôt. Donc tu as encore beaucoup de temps. Après, je savais que ça allait pas être facile quand tu te fais virer d'un premier centre de formation pour comportement. Même si tu es un bon joueur, ça fait écho. Dans le monde du football, c'est assez petit, même si on n'est pas professionnel. Mais je me suis pas dit c'est mort. Je me suis dit, je vais. Enfin, j'ai pleuré, j'étais déçu. Donc, du coup, je suis rentré chez moi. J'ai dû reprendre l'école près de chez moi. Et, euh, et c'est vrai que je voulais pas jouer au foot tout de suite. Je voulais pas jouer au foot tout de suite, mais on m'a sollicité. Et du coup, en fait, je cherchais le club qui allait, entre guillemets, mieux me traiter. C'est comme ça que j'ai signé à l'INAS, parce qu'il y avait quelqu'un qui venait me chercher chez moi, qui me déposait chez moi, etc. Et donc, j'avais pas vraiment à prendre le train, à devoir me déplacer, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce club. Et c'était un club aussi où il y avait beaucoup d'amis à moi, avec qui j'avais joué ou contre qui j'avais joué en U13, U12, etc. Donc, j'arrivais pas en terrain inconnu. Donc, t'es retourné chez toi, en fait, du coup. T'es retourné à la maison. Ouais, je suis retourné chez ma mère. Ouais. Est-ce que ce regard des parents a été dur à affronter aussi? J'imagine que c'est toi enfin, c'est le directeur du centre qui a dû appeler tes parents pour dire il faut venir le chercher rapidement. Comment on gère ça aussi émotionnellement? Bah, en vrai, moi, je suis petit. Donc, en vrai, moi, je pense qu'à moi. Je pense que je suis viré, je pleure, je suis triste. Je vois pas vraiment la déception de mes parents ou le regard que ma mère, par exemple, elle pouvait avoir vis-à-vis des autres joueurs ou des autres élèves ou des professeurs ou bien des parents qui pouvaient dire, regardez, c'est son fils à elle, etc. J'étais assez jeune, donc moi, j'étais plus dans l'optique, aïe aïe aïe, ma mère, je crois elle va me taper, ou je crois qu'elle va m'engueuler, ou c'était plus dans la crainte en fait que plus dans de savoir si elle était déçue ou pas, ou si j'étais plus en fait dans la crainte de sa colère et de moi-même de m'être fait exclure que autre chose. Et lorsque tu es rentré donc à l'INAS, c'est l'INAS Montlhéry, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Est-ce que le fait de retrouver tes amis t'a permis justement de redevenir peut-être plus sage, être peut-être plus canalisé, être plus cool parce que tu te retrouvais dans un environnement un peu plus familier? Non, je pense pas. Des fois, c'est pire, justement, quand tu es avec tes amis, t'es encore plus, on peut encore plus t'engrainer facilement, tu rigoles encore plus. Là, on n'a pas de restriction, en vrai, parce qu'on est dans un club amateur. Si demain, j'ai pas envie de venir à l'entraînement, je vais pas. Si je fais des bêtises à l'école, mon coach, il va pas me dire, bah, ce week-end, tu joues pas, ou, etc., ou de ce genre de choses. C'est moins strict, il y a moins de règles, on va dire. Mais après, c'est des gens que je voyais que à l'entraînement et en match, parce qu'on n'habitait pas forcément tous dans la même ville, on n'étudiait pas tous au même endroit. Mais non, je pense pas que ça m'a calmé ou pas calmé. Donc le processus a mis un peu plus de temps que prévu pour être mieux canalisé, quoi. Ah ouais. Ok. Oui, ça a mis beaucoup plus de temps. Et justement, ce coach qui vient te chercher, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a pris sous son aile, qui a pu te raisonner, ou il y a des gens qui ont essayé et toi, tu t'étais vraiment têtu? Non, en vrai, le coach, c'était un coach qui me connaissait, comme je t'ai dit, par rapport à mes années sur petit terrain, U13, U12, etc. Du coup, on part dans l'optique, je viens, parce que je suis un bon joueur, et je viens pour rebondir. C'est-à-dire, je viens pour jouer, mais pas pour rester. Pour essayer de retrouver dans la foulée un autre centre de formation ou un autre club professionnel. Donc moi aussi, je suis dans cette optique-là, je viens pour jouer, pour essayer de retrouver ce que j'ai perdu quelques mois auparavant. Avant de continuer, justement, de dérouler une carrière qui est pas très linéaire, hein, qui est assez chaotique, originale, on va dire, plutôt. Je vais laisser la parole à Protin, qui va nous parler des talents gâchés à travers sa chronique célèbre Wikipro. Merci Jérémy. Alors, nous allons parler des talents gâchés
mais des talents gâchés pour mauvais comportement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas légion dans le monde du sport de haut niveau. Il est très, très, très difficile de trouver des talents gâchés pour mauvais comportement. Il est beaucoup plus simple d'évoquer des joueurs qui ont disparu, qui ont été de grands espoirs, mais qui ont disparu soit pour des mauvais choix sportifs ou bien à cause des blessures. Les profils choisis pour cette chronique, furent donc très, très, très difficiles. Mais j'en ai choisi 2. Le premier, je pense que les nostalgiques de la série à la Clairefontaine, qui relatait le quotidien d'apprentis footballeurs préadolescents au début des années 2000, se rappelleront d'un certain Gara Dembélé. Un joueur à l'époque qui était talentueux, mais au comportement très difficile. Il a fait partie de ces joueurs qui ont eu l'exception de signer un contrat de stagiaire dès leur première année à l'Institut national du football de Clairefontaine que Gaius évoquait tout à l'heure. Et donc il a signé dès sa première saison pour notamment subvenir aux besoins de sa propre famille qui était dans une situation relativement difficile. Si son caractère affable et drôle fut reconnu de tous, son attitude au centre de formation posa problème et le conduisit vers une exclusion du centre de formation. Et les propos de Giroud, entraîneur légendaire de la JO Auxerre, furent très très forts. Il a dit « C'est un échec grave de voir un joueur échapper à notre éducation ». Ensuite, ce joueur devait signer à Liverpool et les médecins du club ont détecté donc des résidus de cannabis en raison d'une première fois lors de vacances qu'il passait avec des amis. À partir de là, Gara Dembélé, malheureusement, a vu les portes de l'élite européenne, l'élite des championnats européens, se fermer. Mais le football n'est pas le seul sport qui accueille des talents gâchés pour mauvais comportement. Le tennis en accueille aussi. Un joueur en activité représente très bien ce statut de joueur au talent gâché. Il s'agit de Benoît Paire. Dès l'âge de 19 ans, en 2008, il fut renvoyé de la structure d'entraînement fédérale par le directeur technique Patrice Agelower à cause de nombreux pétages de plomb. Ceci dit, entre guillemets. Et entre 2009 et 2015, il progressa de manière linéaire mais remarquable par palier. Et en 2015, il atteignit la 18e place mondiale au classement ATP, le meilleur classement qu'il n'ait jamais eu dans sa carrière. Et c'est à partir de l'année 2016 que ses pétages de plomb commencèrent et sa chute dans le classement ATP s'amorça. Et donc, il en arriva au point où il fut exclu de l'équipe de France de tennis en 2016 au moment des Jeux Olympiques de Rio. Malgré un rebond entre 2018 et 2020, Benoît Paire ne retrouva plus le niveau qu'il a eu en 2015. Aujourd'hui, on pense davantage à Benoît Paire pour ses pétages de plomb plutôt que pour son niveau qui pourrait être exceptionnel. Aujourd'hui, le challenge d'un sportif de haut niveau est de savoir être maître de lui-même pour espérer durer dans ce milieu. Sinon, les conséquences peuvent être dramatiques, comme l'ont démontré Gara Dembélé et Benoît Paire. Merci Protin pour cette chronique. Moi, je suis fan des pétages de plomb de Benoît Paire, mais ça, c'est autre chose. C'est très télévisuel. Justement, est-ce que Gara Dembélé, ce joueur, tu l'avais en tête? Est-ce que tu as craint de dire, tiens, je vais avoir cette réputation. Enfin, finalement, tu vois, on pourrait avoir cette réputation-là, parce que de sale gosse un peu. J'imagine que ce gars-là, peut-être même que tu l'avais croisé, quoi. Non, honnêtement, son nom, il me dit quelque chose, mais après, c'est vrai que je connaissais pas vraiment son histoire, et j'ai pas regardé, moi, la Clairefontaine à la télé, du coup, il m'était pas très familier. Mais ouais, je pense qu'il y en a beaucoup des Gara Dembélé dans le football. T'en as croisé beaucoup, toi? J'en ai croisé quelques-uns. Peut-être pas au même degré, peut-être pas avec les mêmes bêtises, on va dire, mais oui, j'en ai croisé. Pour se rendre compte un petit peu du gâchis que représente, ce qui s'est passé, après c'est ton histoire, la JO Auxerre, on parle quand même à l'époque du meilleur centre de formation français. Quels sont les gars avec qui tu es et qui ont percé, en fait? Ou cette génération était aussi turbulente que toi?
De qui joue avec moi à la Géocère? Ouais. Et qui a percé. Qui avait avec moi à la Géocère, il y a Moussa Diallo qui joue À au Toulouse. Servette de Genève. Ah, au service de Genève, ouais, il y en a Non, un autre, ouais. au Servette de Genève. Ah, d'accord. Il y a Florian Hayé Oui. qui joue maintenant à la Ouais, Géocère. qui est revenu à la GIA, ouais, qui est revenu à la GIA, ouais. Il est revenu. Ouais, ouais. Il y avait Yvan Neyou Oui, aussi, l'ancien de Saint-Etienne. 97 qui joue à Leganés. Ok. Il y avait Thierry Ambrose aussi. C'était un très très gros espoir du football français. Oui. Qui a été à City, je crois. Qui était à Ouais. City justement, Ouais, Manchester qui est City. parti d'Auxerre pour aller à City et qui maintenant est en Belgique. Je crois qu'il joue à Ostend. Et puis de tête, c'est ça. D'accord. Je suis pas resté longtemps moi. Et le temps de casser un nez et hop, repartir. Et du coup, ma deuxième question, c'est est-ce que tu as eu affaire à Giroud ou pas? Parce qu'on parlait là, dans la chronique le de mythique, Prota, on veut mythique. savoir quand même. Du tout. T'as pas eu. Du tout, non. Il était un peu plus Non, en j'ai pas eu retrait. affaire à Giroud. Ouais, il était un peu plus en retrait. à ce Non, moment-là. j'ai pas eu affaire à Giroud, non. Justement, toi, après, du coup, on en parlait un petit peu avant en rigolant. J'ai listé un petit peu les différents pays que tu as fait. Tu es parti en Irlande, tu as ton coach qui démissionne. Ensuite, en Grèce, vous n'êtes pas payé pendant plusieurs mois et tu galères un petit peu à l'hôtel. Au Portugal, on te fait jouer en D3. Tu arrives en Bulgarie, il y a le Covid. Puis retour au Portugal. Comment est-ce qu'on fait pour tenir dans ces moments-là? L'envie de réussir, je pense. C'est un objectif. Je pense que dans la vie, il faut se fixer des objectifs pour pouvoir avancer et pour pouvoir se lever le matin. Moi, mon objectif, c'était mon envie de réussir parce que je savais que j'en avais les capacités. Du coup, je savais que j'étais pas dans des conditions ou dans des positions qui m'étaient favorables, mais il fallait que je joue. Il fallait que je joue parce que c'est que comme ça que je vais pouvoir montrer mon talent et pouvoir justement me faire peut-être opérer, recruter ou acheter. Tu as dit si je n'ai pas réussi en France, je peux m'en vouloir qu'à moi-même dans un des médias. Qu'est-ce que tu veux dire par là finalement Bah, j'ai eu plusieurs chances. J'ai eu plusieurs chances. Donc j'ai eu la première à la Géocère où je me suis fait renvoyer. Par la suite, j'ai pu intégrer un autre centre de formation qui était l'Amiens SC. J'y suis resté 3 ans. Ensuite, le départ du club, ça a été plus un choix personnel, car au bout de ma 3e année, il y a le Havre qui me sollicite, et on connaît tous le Havre avec les joueurs qui ont pu sortir de leur formation. Du coup, pour moi, de passer de Auxerre au Havre avec l'historique que le Havre peut avoir, c'était pour moi, entre guillemets, un peu retourner dans l'élite. Et il faut savoir que j'avais 17 ans et qu'ils me proposaient de reprendre avec l'équipe réserve. Alors que j'étais qu'en 19 première année et on n'était que 2 de ma génération, donc c'est-à-dire 97 à le faire. Et j'ai vu ça comme une opportunité pour moi, justement, de pouvoir rattraper, entre guillemets, mon retard. Et j'ai fait 1 an et ça s'est pas bien passé au final parce que j'ai ni signé stagiaire pro ni signé professionnel. Donc je me dis que les chances, je les ai eues, les perches, on me les a attendues. J'avais, je pense, le niveau. J'ai toujours été surclassé d'1 an ou 2 ans. J'ai toujours été en avance et dans les noms en tête de liste de ma catégorie. Donc je pense que si j'ai pas réussi, il y a aussi une part de responsabilité qui est la mienne. Et c'est quoi? C'est ce côté turbulent, justement, ou c'est complètement autre chose? Est-ce que l'épisode Auxerre, ça a duré vraiment un épisode et tu as appris de ça? Ou est-ce que tu as ce côté un petit peu, justement, turbulent qui t'a suivi un petit peu tout au long de ta carrière? Oui, non, c'est pas turbulent. Turbulent, c'était plus à l'école. Après, quand je joue au foot, Mais c'est vrai que ça fait partie aussi de mon caractère.
Mais je pense que c'est lié à plusieurs choses. C'est pas lié seulement à mon comportement, c'est peut-être aussi lié à ma mentalité, c'est peut-être lié aussi à l'état d'esprit que j'avais, peut-être à me reposer sur mes acquis, à pas vouloir en faire plus. J'avais pas peut-être les bonnes démarches, je Mhm. pense. C'était plus dans ce sens-là. Et justement, il y a eu un moment aussi, tu le racontes dans une interview, où tu es allé bosser à l'usine. Je crois que ça a Ouais. été un déclic pour toi. Est-ce que tu peux nous partager ça? Bah, du coup, bah, justement, c'est juste après Le Havre. Donc, après un énième échec, là, cette fois-ci, bah, voilà, j'ai passé 5 ans entre préformation et centre de formation, loin de ma famille, loin de chez moi. Et du coup, là, je suis rentré, une fois pour toutes, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que là, j'étais dans un état d'esprit où je voulais vraiment plus jouer au foot, j'en avais un peu marre, j'étais un peu fatigué parce que je pense que mentalement, quand même, ça puise inconsciemment. Mon oncle, il me disait que j'étais en dépression. Moi, je voyais pas ça comme ça, mais je voyais ça plus comme j'ai donné, j'ai quand même beaucoup donné ces derniers temps, donc je voulais un peu me reposer, on va dire ça comme ça. Du coup, j'ai pris des vacances. Et quand je suis revenu de vacances, j'avais pas forcément envie de jouer au foot, donc je cherchais pas vraiment de club, même si je sais que je pouvais en trouver. Et puis, c'était la fin des vacances. Ma mère qui me dit qu'il faut que j'aille à l'école. Moi, j'ai toujours voulu faire du foot, donc l'école, en vrai, ça m'intéressait pas trop. Il n'y avait pas vraiment quelque chose que je voulais faire de particulier, donc je savais pas vers quoi m'orienter. Et du coup, pour pas rester à la maison comme ça, à ni aller à l'école, à ni travailler et être là, entre guillemets, à glander à la maison pendant que tout le monde soit va à l'école ou soit travaille. Du coup, bah, j'ai décidé de m'inscrire en intérim et d'aller travailler pour au moins avoir un salaire et puis faire quelque chose et pouvoir aider ma mère et puis m'aider moi-même pour pas dire que je fais rien et que je suis actif. Et donc, à ce moment-là, on va dire que le processus de changement et de transition en tant que personne et en tant que futur joueur s'amorce et tu sens que les choses deviennent peut-être un peu plus positives dans ta tête. Oui, c'est vrai que, comme je le dis même à mes amis, à mon entourage, et ils le savent, cette période, ça a été honnêtement l'une des meilleures périodes de ma vie, euh, parce que j'étais de retour chez moi, j'étais de retour avec mes amis d'enfance, avec mes amis du collège, de l'école, que je voyais que rarement dû justement à ma petite carrière de footballeur. Et du coup, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir être là tous les jours, d'être là tout le temps, de pouvoir voir les personnes tout le temps, d'être revenu à ce que j'ai quitté. Et c'est vrai que aller travailler, c'était pas facile. Les horaires, n'étaient pas faciles, mais c'est vrai qu'une fois que je me suis adapté et habitué à ce rythme de vie, ça me posait pas énormément de problèmes. Ça fait une très bonne transition pour le speed dating de Mm. Joël. On a l'impression que cette période, justement, ça t'a mis un petit peu du plomb dans la tête et ça t'a amené petit à petit à l'âge de raison, qui est le sujet de la chronique de Joël. C'est le speed dating. L'âge de raison, alors tu as 26 ans, c'est quand même relativement jeune, mais ce que tu as vécu et traversé, finalement, tu expérimentes des choses avec ce système du foot d'élite, des déménagements, d'être loin de sa famille, que la plupart des adolescents n'ont pas expérimenté et qui peut aussi expliquer ces zones de turbulence. Moi, j'ai une affection particulière pour toi, Gaius, parce que je t'ai entraîné au foot quand tu avais 6 ans avec mon ami Tito Focchi, qui est aujourd'hui conseiller technique départemental dans le sud de la France. Donc, et je t'ai connu turbulent dès l'âge de 6 ans, mais je t'ai connu surdoué, surclassé. Le gars qui était au-dessus, hein, je me rappelle avec tes shorts qui t'arrivaient quasiment jusqu'aux chevilles, et tu avais déjà un bagou hors du commun. Et oui, tu mettais déjà la misère aux autres, mais le match des animes, je te rappelle que tu l'avais perdu. Comme la plupart des jeunes de toutes les générations avec qui on a fait ces camps de jeunes. Et la particularité de ces camps, c'est que c'est ta maman qui t'avait inscrit, parce que ta maman est chrétienne.
Et elle voulait que tu puisses avoir un bagage de vie. Et quand je pense à toi, depuis tant d'années où je t'ai suivi, je ne peux m'empêcher de réfléchir à cette histoire que Jésus raconte du fils prodigue, de ce fils finalement qui avait beaucoup de choses, qui quelque part était un peu un surdoué et qui s'est mis à réfléchir et puis s'est dit tiens, j'ai des capacités, mais je vais demander mon héritage. Et puis il est parti, il a fait un petit peu ce qu'il voulait. Et il a un peu tout dilapidé, il a un petit peu gâché les choses. Et puis à un moment, il s'est retrouvé un peu dans une impasse, un peu à réfléchir. Et il est rentré en lui-même. Et c'est là un peu que démarre son âge de raison. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça chez toi. Aussi, il y a un moment où tu t'es posé. Alors peut-être ce moment où tu reviens à la famille, avec chez toi, et où tu vas à l'usine. Et j'aimerais nous interpeller, ceux qui sont dans des parcours similaires ou dans des carrières, sur rentrer dans la maturité. Découvrir nos propres failles. En fait, finalement, rentrer dans la maturité, c'est reconnaître où on en est. C'est apprendre à voir nos failles. Et il est clair que si on est honnête, même autour de ce plateau, que on trébuche tous de bien des manières. Finalement, l'important, c'est pas la chute, mais c'est de se relever et de se battre et de continuer à avancer. Mais pour ça, à défaut de voir sur quoi on trébuche, il est difficile de tomber. Cela peut paraître évident, mais bien des gens ont du mal à voir leur misère, voire un gros mot peut-être pour certains, leur péché. Mais Jésus a souvent été dur avec ceux qui étaient aveugles sur leur situation. Et notamment, c'était le cas de gens religieux comme les pharisiens, et qui ne voyaient pas à quel point ils étaient orgueilleux et suffisants. Comment régler un problème ou demander de l'aide si on a du mal à voir ou à reconnaître l'existence du problème ? Il y a des psaumes qui existent et on voit dans le psaume 51 de David ou dans le psaume 139, que ce sont des passages que les sportifs de haut niveau aiment bien méditer, que ce soit le psaume 27 ou le psaume 23, mais que dans le psaume 51, David n'a pas eu peur de prier à Dieu en lui montrant ses fautes. La plupart du temps, la prise de conscience vient quand on fait mal quelque chose ou qu'on fait du mal aux autres. Moi, ma question qui se pose à travers toutes tes péripéties, mais aussi tous les rebonds et toutes ces nouvelles chances que tu as eues, est-ce que tu n'y verrais pas un clin d'œil de Dieu qui te tend la main et qui te montre son amour et sa fidélité envers toi, et finalement, qu'est-ce que ça produit en toi comme changement ? Oui, c'est vrai que je me sens quand même, je ne vais pas dire privilégié ou pas comme les autres, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup d'opportunités là où d'autres ne les ont pas eues, ou là où d'autres n'ont pas su les saisir. Et c'est vrai que parfois je me dis que je suis quand même accompagné, parce que je suis chrétien, ma mère est chrétienne et elle prie beaucoup. Et du coup, j'ai grandi dans ce milieu et dans cette religion. Et c'est vrai que je me dis que je suis pas tout seul, que c'est sûr que parfois il y a des choses que je fais pas avec ma propre force ou ma propre énergie. Et dans cette parabole, pour continuer un peu ce speed dating, on voit ce jeune qui finalement va rentrer dans la maison du Père, qui va expérimenter l'amour de ce Père qui est matérialisé ici par Dieu. Est-ce que tu dirais que cet âge de raison, et ce qui t'a aidé, c'est finalement de te canaliser ou d'être canalisé par cet amour de Dieu qui vient restaurer un peu ces blessures que tu as eues de ton passé, voilà, qui te donne une stabilité. Oui, je pense que ça en fait partie.
ça en fait partie. Après, il y a aussi une conscience, une prise de conscience déjà, il faut la prendre de soi-même, déjà personnelle, avant de pouvoir avancer. Mais bien sûr, c'est sûr que aussi le fait de prier, aussi le fait d'avoir une religion, que ce soit pour moi qui est chrétienne, mais pour d'autres qui sont musulmans ou autres, je pense qu'aussi c'est un guide pour nous. Ça nous permet aussi je pense que ça nous aide et ça nous aiguille chaque jour par rapport euh, aux actes, par rapport aux choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, justement, donc tu joues à Boavista, en première division portugaise. Il y a eu un joli rebond, justement, et puis on recommence un petit peu à parler de toi. Enfin, voilà, On a parlé de toi en France. Oui, cet été. oui, évidemment. Mercato. Ouais. D'ailleurs, pourquoi ça passe? Non, on va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, toi, justement, aujourd'hui, à 26 ans, établi dans ton club, joueur de haut niveau, quel conseil tu donnerais au petit Gaius de 13 ans qui vient de casser le nez à son coéquipier? Non, qu'il a bien fait parce que non, qu'il a bien fait parce qu'au final, il s'est pas découragé. Il n'a pas baissé les bras, il a cru en lui, il a cru en ses capacités et en ce qu'il pouvait faire dans le football. Et je pense que cette abnégation, cette persévérance, je pense que c'est ça qui l'a ramené où il est et que peut-être il a dû passer par là justement pour pouvoir, entre guillemets, se réveiller. Peut-être que il n'était pas passé par cette étape, peut-être que ça aurait été un bon joueur, mais qui se serait reposé sur ses acquis, qui se serait dit que juste parce que je suis fort, bah, je peux réussir, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas pour tout le monde. Un petit disclaimer, n'allez pas fendre le nez de votre camarade, de votre coéquipier, de votre camarade. Voilà. Hein, que les propos de Gaius soient clairs. Quand il dit qu'il a bien fait de ne pas se décourager, qu'on dise les choses quand même. Voilà. Justement, c'est exactement ça. Tu as 26 ans, voilà, on a parlé dans le mercato d'été d'un retour, peut-être qu'on en parlera dans d'autres mercatos en France, avec des clubs de Ligue 1. Mais qu'est-ce qui fait que dans ton état d'esprit, tu vas pas retomber dans tes travers et que ta carrière, ce qu'on veut te souhaiter, c'est encore 10 ans de carrière à ton poste, au plus haut niveau, et que ça va pas s'éteindre dans 6 mois? Bah, parce que déjà, je suis plus un gamin. Ça fait que quand j'étais petit, j'avais pas de loyer à payer, j'avais pas de nourriture à payer, j'étais sous la houlette de mes parents. Donc, demain, je suis viré, je vais dormir chez mes parents. Demain, j'ai pas de club, je vais chez mes parents. Je sais que j'aurai toujours un toit, je sais que je vais toujours être nourri, je sais que je vais toujours avoir des habits. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Aujourd'hui, c'est moi, je paie mon loyer. Aujourd'hui, j'ai une femme et maintenant, je suis le seul garçon, on va dire, de ma mère. Donc, vis-à-vis d'elle et aussi de mes sœurs, bah, j'ai aussi d'autres responsabilités et je peux pas me permettre de faire l'enfant, entre guillemets. Et puis, il faut le dire aussi que c'est un sport qui ramène énormément d'argent et qui peut aussi ouvrir beaucoup d'opportunités, qui peut aussi aider beaucoup de gens. Donc, en vrai, j'ai plus le temps de rigoler, entre guillemets, on va dire ça. Et justement, ceux qui te suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, on va faire une petite dédicace. Tu soutiens une œuvre de charité qui s'appelle Motivé par l'amour. Est-ce que c'est pas ça aussi le nouveau changement d'état d'esprit, d'être motivé par l'amour? Quel amour? Et puis un petit peu de redonner aussi, de partager finalement cette richesse que tu as à travers ce talent. Oui, c'est vrai que Motivé par l'amour, c'est une association de mon beau-frère et de ma sœur qu'ils ont monté avec d'autres personnes. C'est une association qui vise à aider son prochain, à aider les gens qui sont dans le besoin et qui sont en manque. Dieu merci, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu l'essentiel. On n'est pas une famille riche, mais en tout cas, on avait tout ce qu'on avait besoin, on était habillés, on allait à l'école, on pouvait manger, on pouvait dormir, donc je pense que c'était le principal. Et aujourd'hui, c'est vrai que avec mon métier, bah, parfois je suis peut-être vu d'une manière différente pour les personnes. Peut-être des fois qu'ils me mettent sur un piédestal ou qu'ils me voient avec les gros yeux.
Et donc, c'est vrai que parfois, je peux avoir plus d'impact sur certains sujets. Je peux peut-être sensibiliser des personnes qui peuvent, par exemple, ne pas écouter cette personne, mais peut-être quand c'est moi, ils vont être plus attentifs. Et du coup, c'est vrai que quand on me le demande, c'est plus qu'on me le demande et que c'est des choses qui me touchent et qui me parlent, parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas tout qui va me toucher, c'est pas tout qui va me parler. Mais c'est vrai que ce qui est du partage, ce qui est de pouvoir aider les personnes, c'est quelque chose que j'ai toujours fait à mon échelle quand je pouvais le faire et que ça me tient à cœur. Merci vraiment, merci beaucoup Gaius pour ce partage. Merci de nous avoir partagé ces épisodes qui sont des fois remuer le passé un petit peu comme ça. Et écoute, la prochaine fois, faut pas prendre Zidane comme exemple au niveau du coup de boule. Prends-le plus pour ses gestes techniques. Mais vraiment, on te remercie. Et puis Zizou, si tu nous entends. Zizou, ouais. On se donne rendez-vous du coup pour les autres épisodes de la gestion de carrière avec plein de trucs super intéressants. On va aborder vraiment des thématiques qui sont touchantes et qui nous marquent aussi.